Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Le lundi en supplément à 13h30 pour une demi-heure consacrée notamment à l'analyse de marché et à l'analyse de l'actualité américaine. Toutes ces émissions sont à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition du début de semaine, les banques centrales qui ont rendez-vous avec les marchés ou l'inverse, les marchés qui ont rendez-vous avec les banques centrales. Prenez-le dans l'ordre que vous le souhaitez, avec une séquence lourde évidemment dans le sillage de la réunion de la BCE qui a déjà eu lieu il y a quelques jours maintenant. Nous aurons dans l'ordre les communications de la Banque du Japon cette semaine, de la Réserve fédérale américaine, de la Banque d'Angleterre. On notera également des réunions prévues pour la Banque nationale suisse ou encore pour la Banque royale d'Australie. Voilà donc le programme pour les marchés et des banquiers centraux qui vont devoir faire un point d'étape sur cette mécanique de désinflation qui s'est accompagnée ces derniers temps d'une croissance toujours vigoureuse. Le discours de Jérôme Powell, notamment mercredi soir, sera particulièrement suivi par les investisseurs dans un contexte où les actifs risqués connaissent toujours une dynamique positive, même si on a pu voir depuis une semaine ou deux des marchés américains commencer peut-être à caler un petit peu. Pour la première fois depuis octobre dernier, on a vu 2 semaines consécutives de gains négatifs ou d'absence de gains pour les grands indices boursiers américains qui commencent peut-être un petit peu à plafonner en attendant d'en savoir plus sur le calendrier des baisses de taux telles que signalées par les banques centrales. Voilà donc pour la situation de début de semaine sur les marchés. Le lundi, c'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain. Pierre-Yves Dugas sera avec nous en visioconférence d'ici quelques minutes. 2 sujets à la une côté américain, avec une petite révolution dans le secteur de l'immobilier résidentiel notamment, puisque la commission fixe de 6% pour les intermédiaires vit ses derniers moments. C'est donc une révolution pour le modèle économique des agents immobiliers américains. Et puis bien sûr, l'affaire TikTok qui est au Congrès, une des grandes affaires emblématiques du moment, avec une Chambre des représentants qui s'est pour l'instant massivement prononcée en faveur de l'obligation faite à ByteDance, la maison mère de TikTok, de céder son actif aux États-Unis. Le Sénat a rendez-vous également avec ce dossier dans les prochains jours. Pierre-Yves Dugas à suivre donc d'ici quelques minutes. Et puis à noter du côté des indicateurs statistiques chinois, on attendait de voir un petit peu la situation se stabiliser. Ça semble être le cas au mois de février, sur la base en tout cas des indicateurs macro qui ont été publiés. On voit notamment une production industrielle qui progresse plus fortement que prévu, des investissements en capacité fixe également qui surprennent également au mois de février, quand bien même la consommation à travers les ventes au détail reste à ce stade décevante. On notera quand même que les indices chinois ont encore gagné autour de 1% ce matin, ce qui porte leur rebond depuis le point bas de début février autour de 15% si on prend comme référence le CSI 300 qui est un des indices larges pour mesurer la dynamique des actions chinoises. L'état des lieux de la situation de marché au démarrage de cette semaine qui sera marquée par les communications de grandes banques centrales, à commencer par la Fed. Delphine Arnaud est à mes côtés en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Un mot quand même de ce schéma de marché qu'on observe depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année, qui reste quand même un vent porteur pour les actifs risqués, les marchés actions notamment, mais sur les marchés de crédit, là aussi, on enregistre des performances importantes. Quand les marchés obligataires, eux, ont plutôt tendance un peu à corriger, c'est ce qu'on a vu notamment ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire des moteurs et de ce vent porteur qui soutient encore la dynamique des actifs risqués aujourd'hui, Delphine? Le moteur qui a aidé au rebond à partir de la fin d'année 2023 sont un peu moins présents cette année. Donc le rebond fin 2023 était porté par du technique où on avait des signaux techniques assez tendus. Et puis on avait des craintes d'inflation qui sont retombées comme un soufflet fin 2023. Là, en fait, fort est de constater que déjà sur le plan de l'inflation, la plus grosse marche de désinflation, elle a été faite, elle a été bien faite. C'était la partie facile. C'était la détente sur
les chaînes logistiques, avec une déflation des prix des biens. Ouais. L'énergie également, qui a permis une détente des taux d'inflation. Ça, c'est la partie facile. Et là, en fait, on cale un petit peu maintenant. Donc on regarde beaucoup la partie inflation salariale et on voit que du coup les salaires peuvent soutenir les prix des services. On regarde également beaucoup l'inflation immobilière. On attendait tous une forte désinflation immobilière du côté des loyers aux États-Unis, qui sont une mesure un petit peu synthétique, un peu bizarre. Moi je dis fantasmagorique, parce qu'on impute quand même des loyers à des propriétaires qui par nature ne payent pas de loyer, et que cet indice du logement au global dans le CPI américain pèse quand même 30%. Exactement. Et donc il faut que cette mesure-là, qui est artificielle, se détende un petit peu également. Et donc on voit que sur le plan de l'inflation, c'est un peu moins confortable. Et également sur le plan technique, aujourd'hui, on est un petit peu plus inconfortable à voir les marchés actions continuer leur hausse comme ça. On a l'impression d'une pièce qui roule sur la tranche avec jusque-là, l'inflation qui aidait, la croissance qui aidait aussi. Là, les signaux techniques nous disent que quand même les marchés sont un petit peu tendus. Quand on regarde les market breadth, c'est revenu à des niveaux c'est quoi, c'est la participation, c'est ça, la largeur de la participation au marché Voilà, ce sont les entreprises qui cotent au-dessus de leur moyenne de 100 jours et on est à 85%. Ah oui. Aux États-Unis, c'est beaucoup. Normalement, c'est un signe. Donc il n'y a plus beaucoup de potentiel d'amélioration, c'est ça, de l'élargissement de ces marchés. Et d'un autre point de vue technique, on arrive sur la fin du mois, sur la fin du trimestre, où les fonds de pension américains et européens de plus en plus ont tendance à rebalancer leur portefeuille. Alors ils regardent qu'est-ce qui a bien marché, ils le remettent à leur poids cible stratégique. Qu'est-ce qui a bien marché? Les actions, en particulier les actions large cap, méga cap américaines, les 7 magnifiques. Et puis de l'autre côté, l'obligataire qui n'a pas fait grand-chose pour la partie obligation gouvernementale, alors que le crédit a bien tenu. Donc il pourrait y avoir un petit rebalancement qui pourrait pénaliser un petit peu les indices actions au global. Maintenant, c'est vrai que la participation du marché des actions au marché en globalité, elle a été quand même très concentrée. Ah oui. On a vu les 7 magnifiques, alors plus que 5 parce qu'il y en a 2 qui sont un petit peu à la traîne, mais qui ont tiré les valorisations des indices qui sont au plus haut. Tant mieux. Mais donc du coup, ça aussi, il pourrait y avoir un peu des prises de bénéfices. Ouais, de ce point de vue-là. Au-delà de cette mécanique de rebalancement et de ces effets techniques de marché, sur le plan fondamental, on a pu voir l'inflation passer de 10 à 3 avec une croissance résiliente et même une croissance américaine qui a accéléré en 2023. Il faut toujours l'avoir en tête. Quand on est à 3% d'inflation ou autour, passer de 3 à 2 avec le niveau de croissance que peut encore afficher l'économie américaine, ça va être quelque chose de plus difficile. Quel va être le sens de la communication des banques centrales cette semaine à ce stade, et notamment de la Réserve fédérale américaine? Lors de la dernière réunion fin janvier, Jérôme Powell nous disait: nous avons besoin d'avoir une plus grande confiance, a greater confidence, dans cette capacité de l'inflation à continuer de converger vers les 2% dans un délai acceptable. Est-ce que depuis le 31 janvier, est-ce que Jérôme Powell aura gagné un peu en confiance ou pas forcément? Un peu en confiance, un petit peu, il le dit dans son beige book, et puis on le voit dans le GDP Now, c'est-à-dire que le GDP Now, mesuré par la Fed d'Atlanta, était monté à 4% début février. Pour le premier trimestre pour le premier trimestre, donc ça avait pu faire un peu peur au marché, où on se dit, mais même, quand est-ce qu'il va avoir l'occasion de baisser ses taux? Là, finalement, le GDP Now, il est redescendu à 2,3, donc il n'y a pas de crainte de réaccélération de la croissance qui ferait une nouvelle pression inflationniste et finalement qui retarderait les baisses de taux tant attendues et si bien pricées par les marchés. Maintenant, ce qui est inconfortable pour Jérôme Powell et pour nous par la même occasion, c'est que le discours de Jérôme Powell depuis 2021 était que, et puis des autres banques centrales d'ailleurs, c'est que les banques centrales sont data dependent désormais.
Donc on n'a plus de forward guidance, il nous dit plus en avance ce qu'il va faire, et il nous dit regardez les datas, puisque nous aussi on regarde les chiffres, et ces chiffres en fait, il y a du bien, il y a du moins bien, et ils sont surtout, ce que j'en retiendrai, c'est qu'ils sont surtout illisibles et très souvent révisés. Donc par exemple sur le marché de l'emploi, alors, on a des données qui sont plutôt rassurantes. Ce que veut Powell, il ne veut pas forcément ralentir la croissance. Ce qu'il veut, c'est un marché de l'emploi qui soit fluide pour ne pas être inflationniste. Et de ce côté-là, en fait, ça va à peu près. On a une baisse des job openings, donc des ouvertures de postes. Depuis, on a de la volatilité. On a également, et il le souligne dans son pagebook, on a également moins de personnes qui démissionnent, donc le quit rate, ça aussi c'est quelque chose qui peut le rassurer. C'est vrai que si on est obligé d'augmenter le turnover dans les entreprises pour des salariés qui vont chercher des plus gros salaires, finalement c'est compliqué pour faire baisser l'inflation. Et en plus de ça, aujourd'hui, en changeant d'entreprise, ils ne gagnent pas davantage de salaire. Donc on est sorti de cette mécanique un peu affreuse dans laquelle on était jusqu'à il y a 6 mois, 1 an. Affreuse du point de vue de la Fed, je le précise à chaque fois, parce que c'est peut-être le marché du travail américain le plus solide de l'histoire, en tout cas pour une génération de salariés. Exactement. Je dis, et du point de vue des révisions, en fait, quand on regardait les courbes, les mêmes données avant, après, en fait, la tendance des courbes a complètement été modifiée. Par exemple, si on regarde les inscriptions hebdomadaires au chômage et qu'on les regarde en continu, le nombre de personnes inscrites au chômage, on voyait beaucoup de volatilité. Et puis finalement, quand on regarde les courbes révisées, en fait, on voit une dégradation jusqu'à milieu de l'an dernier, et puis désormais un plateau, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, on n'a pas une désinflation très rapide, mais on n'a pas non plus ni une dégradation de la croissance, ni une réaccélération. Ce sont les deux scénarios qu'on voulait éviter. Donc pour ça, c'est plutôt bon. Est-ce que le marché peut offrir à la Fed la possibilité d'être patiente, d'attendre peut-être un peu plus longtemps avant de baisser ses taux, peut-être un peu moins que prévu sur l'ensemble de 2024 ? Est-ce que le marché est prêt à entendre cette histoire-là, qui est une histoire alternative peut-être, mais qui semble quand même une histoire à laquelle il faille réfléchir? Alors ça dépend quel marché. En général, les marchés obligataires sont un peu plus impatients et un peu plus sensibles. Donc ceux-là, on les sent un peu plus nerveux depuis le début de l'année. Pour les marchés actions, tant qu'on est dans une dynamique de baisse des taux, parce que la dynamique de désinflation, elle est toujours devant nous, et c'est ce qu'on croit. J'en ai 3, 4, 1 ou 2. Voilà, et qu'elle intervient en juin, en septembre ou en décembre, finalement, c'est pas très grave. On a un problème de calendrier avec les élections, et c'est ça en fait qui va un peu contraindre le premier mouvement de baisse. Mais la dynamique de désinflation, nous on est assez convaincus qu'elle va arriver. Je regardais les taux d'utilisation des capacités de production. L'inflexion, elle est nette, elle est vraiment inscrite dans le temps, et pour le coup, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usines, elles tournent pas à plein régime, donc on n'est pas dans beaucoup moins qu'au pic qui était 2021 pour l'Europe et 2022 aux États-Unis. Donc ça veut dire que voilà, il y a eu des grosses tensions, et ça se détend un peu partout. Sur le phénomène de concentration, évidemment, la concentration des marchés tourne autour de la tech américaine et donc du thème de l'IA. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une bulle, pour dire les choses frontalement, Delphine ? Alors non, moi je ne m'inquiéterais pas du tout d'une bulle. Quand on regarde, donc une bulle, ça veut dire une bulle de valorisation des valeurs américaines, quelques valeurs américaines sur une thématique, l'IA et la tech en général, qui montrait comme ça, avec juste sur un moteur de valorisation et pas un moteur d'EPS. Toujours plus cher. Toujours plus cher. Ça, on n'est pas du tout là-dedans. Déjà, la valorisation, on est à 28 de PE pour, je regarde le top 10 des valeurs du S&P. On est à 28 de PE. Quand on regarde historiquement le top 10 des valeurs du S&P, on a pu monter beaucoup plus haut, et il n'y a pas si longtemps. En 2021, on était à 43 années de bénéfices, et en 2000, pour reprendre la bulle Internet, on était monté à 52. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène de bulle. Et ensuite, elle s'accompagne d'une revalorisation des bénéfices. C'est-à-dire que ce top 10...
oui, il est pénalisant pour nous en gestion de portefeuille parce qu'il représente 33% de la capitalisation du S&P, et ça, c'est un niveau jamais atteint. Mais il représente également, ce top 10, 25% de la profitabilité des actions du S&P. Et ça non plus, c'est un niveau jamais atteint. Donc en fait, quand vous êtes un peu à l'orée de la forêt, vous ne savez pas si vous allez rentrer en récession, vous vous réfugiez dans les valeurs qui produisent et qui surprennent positivement en termes de profitabilité, qui ont des bilans solides. Et ça, du coup, ce sont ces phénomènes-là. Après, maintenant, on voit aussi depuis quelques mois un report vers les bonnes actions américaines. Goldman Sachs appelle ça les granolas. Alors, les granolas, c'est l'Europe, c'est ça pour Goldman. Oui, bien sûr. D'accord. On sur va les chercher grandes blue chips européennes. Les blue chips européennes. Et pour moi, il y a de la place déjà pour ces blue chips européennes qui sont sur des phénomènes identiques, de la profitabilité et des valorisations qui sont pas extravagantes. Mais il y a aussi de la place pour le reste de la cote. Et c'est ça qui pourrait donner encore un petit peu, à horizon fin d'année, qui pourrait donner encore un petit peu de moteur de performance sur les marchés. Quand vous dites le reste de la cote, pour conclure, Delphine, ça veut dire qu'on peut aller chercher peut-être des tailles d'entreprises désormais un peu inférieures. Les méga caps font mieux que les large caps, qui font mieux que les mid caps, qui font mieux que les small caps. Est-ce qu'on peut avoir de ce point de vue-là un peu de, oui, c'est ça, un peu de ruissellement alors? Oui, on peut avoir un petit peu de ruissellement. Alors aux États-Unis, finalement, la croissance tient bien, ni trop chaude ni trop froide, et ça s'est pas tellement vu dans les EPS. Les entreprises du milieu de la cote, finalement, elles sont un petit peu sur un creux de profitabilité et elle pourrait rebondir. Pour l'instant, on a vu la croissance rebondir l'an dernier, mais on n'a pas vu le rebond sur la profitabilité. Et puis, par contre, en Europe, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. On est quand même bien tributaire de la Chine. Et là, pour le coup, les chiffres qui sont tombés ce matin avec la production industrielle en hausse, avec les moteurs traditionnels en fait de la Chine. Oui, la Chine a un problème sur son immobilier, mais son moteur que son commerce international et ses investissements, on voit que finalement, ils fonctionnent toujours. Et donc, avec une thématique de fin du déstockage, faut pas être trop négatif, surtout que le reste de la cote, pour le coup, la valorisation, elle est price un futur très négatif, pour dire les choses. Merci beaucoup Delphine. Delphine Arnault qui est avec nous en plateau, gérante chez Edmond Rothschild Asset Management. Et chaque lundi, nous avons rendez-vous avec l'Amérique, notre quart d'heure américain, avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Merci d'être avec nous chaque semaine pour ce décryptage de l'actualité business en provenance des États-Unis, avec une véritable révolution dans le monde de l'immobilier résidentiel américain et un modèle économique pour les agents immobiliers qui est en train d'exploser. Et oui, ce qui est en train de se passer et qui passe largement inaperçu en Europe, et finalement c'est assez logique parce que c'est un sujet américano-américain, va affecter au moins 4 à 5 millions d'Américains tous les ans, puisque s'échangent sur le marché immobilier résidentiel. En ce moment, le marché est très bas. Il a plongé en 2023 de 19%. Enfin, se sont quand même achetés et vendus l'an dernier un peu plus de 4 millions de propriétés. Il s'agit de cette fameuse commission fixe de 6%. En théorie, elle n'est pas vraiment fixe, mais dans la pratique, elle est fixe. Si vous avez une maison aujourd'hui aux États-Unis, et ce depuis des années, en dépit des efforts de multiples groupes de consommateurs, vous allez voir un courtier, un real estate agent, vous allez voir un courtier en immobilier qui va expliquer qu'il faut le payer 6% et qu'ensuite, au moment où l'acheteur viendra, il se partagera la commission. C'est un système qui, en dépit de l'avènement d'Internet et de la grande transparence des marchés, est resté très figé et constitue une forme de collusion. Plusieurs jurys populaires en ont été convaincus l'an dernier, d'abord dans le Missouri et dans l'Illinois, et les autorités américaines ont fini par obtenir que toute la profession des agents immobiliers abandonne ce modèle pour créer un modèle qui est encore assez flou, puisque ce que l'on sait, c'est que le vieux modèle est annulé, il n'y aura plus de référence à un contrat fixe de 6% pour les commissions dans les documents qui lient
le vendeur de propriété a son agent, et l'idée c'est que les acheteurs aient un agent, les vendeurs aient leur propre agent et négocient chacun de leur côté les choses. L'enjeu, bien évidemment, est ce droit d'entrée que payait de facto le vendeur de propriété, c'était l'accès à un système extraordinaire de listing des propriétés qui accorde au marché immobilier résidentiel une transparence formidable parce que l'acheteur et le vendeur savent exactement à quel prix toutes les propriétés dans la région choisie, toutes les propriétés de taille comparable, à combien elles ont été vendues, à qui elles ont été vendues, et donc le marché existe vraiment. Et le potentiel de ce Big Bang dans les commissions est de garder tous les bons côtés de la transparence, mais d'en faire baisser le prix tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. On parle d'à peu près 85 milliards de dollars de commissions immobilières qui ont été payées à peu près l'an dernier par des Américains pour vendre un peu plus de 4 millions de propriétés. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Alors c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, comme dans toutes les professions de courtage qui ont été frappées par l'avènement d'Internet et de la transparence. Par exemple, ça l'a été dans le courtage de valeurs mobilières. C'est une très mauvaise nouvelle pour les courtiers, puisque leurs marges vont baisser, leurs commissions vont baisser, et on va assister probablement au départ de centaines de milliers de personnes qui vont sortir de ce métier, qui ne deviendra plus rentable pour eux, mais les meilleurs d'entre eux probablement vont récupérer une partie de ce business. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé aux États-Unis il y a un petit moment, c'est que quand vous êtes real estate agent, vous êtes quelqu'un de très important aux États-Unis. Du coin. Hein. Vous avez la plus belle voiture. Ouais. Vous êtes le mieux habillé. Alors c'est vrai, vous travaillez le week-end parce que vous organisez des visites de maison. Des visites de maison qui sont, dans un premier temps, ouvertes uniquement aux agents immobiliers. Parce que votre métier, c'est de faire le marketing de la maison. Vous faites le marketing de la maison auprès de vos collègues. Et ensuite, dans un second temps, vous faites le marketing de la maison auprès d'acheteurs potentiels. Mais en tant que propriétaire de maison, vous voulez avoir affaire à l'agent immobilier le plus riche, le plus flashy, parce que c'est celui qui réussit. Celui qui met sa tête sur les affiches, hein, c'est ça. La tête de l'agent est sur toutes les affiches. Hein. Exactement. Et ce sont souvent des femmes qui ont beaucoup de rouge à lèvres. C'est très, très important. Et en fait, c'est celle qui vous arnaque le plus. Parce que c'est en gros ce que vous disent les associations de consommateurs et même le département de la justice. Ce système est absurde. Dans aucun pays développé, on ne doit payer aussi cher pour acheter une maison à un courtier. C'est le tiers de confiance, mais effectivement, c'est un business. La désintermédiation va passer par le business immobilier, comme elle est passée par d'autres business également. Venons-en à l'affaire TikTok, Pierre-Yves. Alors, très intéressant parce que qui permet de prendre la mesure quand même de l'agilité politique de vétérans comme Joe Biden ou Donald Trump. Ah oui. Si vous êtes pour, je suis contre. Oui, si c'est vous ça. êtes contre, je suis pour. C'est absolument stupéfiant. Alors, premier étonnement, la Chambre des représentants a voté un projet de loi, mais alors dans une marge et dans une proportion incroyable et tout à fait incompatible avec cette polarisation et cette division en deux de la Chambre des représentants sur tous les sujets. Pas sur celui-là. 352 voix pour, 65 contre. Il s'agit de quoi? Il s'agit de dire à ByteDance, vous êtes la holding propriétaire de TikTok, vous allez devoir la vendre à des Américains de préférence, parce que le Parti communiste a trop de contrôle possible sur la manière dont vous traitez les données confidentielles de quelque chose comme 170 millions d'Américains qui sont sur TikTok. Nous ne voulons pas que le Parti communiste puisse faire chanter les Américains dans leur vie privée, puisque TikTok, c'est à peu près tout ce que vous faites si vous êtes sur TikTok. Alors, qu'il y ait un tel consensus entre démocrates et républicains sur une question pareille est en soi stupéfiant. Le deuxième degré de stupéfaction, c'est que Donald Trump, quand il était président en 2020, avait tenu cet argument. Il avait publié un décret présidentiel pour interdire à TikTok d'exercer son activité aux États-Unis tant que ce n'était pas une société américaine. Et puis, la justice est intervenue, ce décret a été invalidé, Joe Biden a été élu président, il a retiré le décret.
eh bien, tout a encore basculé. Aujourd'hui, Donald Trump dit non, ce que je vous ai dit, c'est vrai, le Parti communiste peut trop contrôler Biden, il faudrait que TikTok change. Mais enfin, il ne faut pas interdire TikTok parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont chez TikTok. Et puis ces jeunes-là, ils m'aiment et ils suivent ma campagne. En outre, si on empêche à TikTok d'exercer son activité aux États-Unis, on va rendre service au véritable ennemi du peuple qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook et d'Instagram. Et celui-là, c'est l'ennemi du peuple et on ne veut pas rendre service à Facebook. Manifestement, Donald Trump n'a pas pardonné à Mark Zuckerberg d'avoir fermé ses propres comptes lorsque ce dernier a joué un rôle important dans la motivation de ceux qui sont allés envahir le Capitole le 6 janvier 2021. Ça veut dire que TikTok, détenu par ByteDance, sera encore bien présent le 5 novembre 2024, Pierre-Yves ? Alors, TikTok is not going anywhere. TikTok va être racheté ou une solution sera trouvée. L'important, c'est de dire qu'un numéro un, le Sénat est beaucoup moins pressé que la Chambre des représentants de se prononcer là-dessus, et que tant que cette loi n'a été adoptée que par la Chambre et que rien ne se passera au Sénat, le système va rester en place. Deuxième point, Joe Biden a changé d'avis aussi sur TikTok. Il était contre l'interdiction de TikTok lorsque Donald Trump l'a proposé. Maintenant, il dit non, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut interdire à ces gens-là qui sont trop manipulables par le Parti communiste chinois, même s'ils relocalisent au Texas tous leurs serveurs, ce que TikTok est en train de faire, il faut trouver une solution. Dans le même temps, il a lancé sa campagne sur TikTok. Donc, trouver l'erreur. Troisième point, il y a des tas de gens qui veulent racheter TikTok. Ah bah oui. En particulier, un vieil ami de Donald Trump, Steven Mnuchin. Il n'est pas le seul, mais c'est quelqu'un qui a pas mal d'amis dans des fonds privés. Et puis, quelqu'un est intervenu pour essayer de convaincre Donald Trump qu'il fallait changer d'avis sur cette affaire. C'est le patron de Susquehanna International Group, Jeff Yass, qui est un gros contributeur au Parti républicain et qui détient des actions privées dans ByteDance et qui fait partie de ces gros fonds privés, KKR, Sequoia par exemple. On trouve aussi SoftBank, qui voudrait que ByteDance soit introduit en bourse. Et pour ça, il faudrait que cette affaire TikTok soit résolue. Bon, ben voilà, l'affaire TikTok, marqueur de cette campagne politique et de cette campagne présidentielle américaine 2024. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, vous le savez, à 13h30 si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, mais bien sûr à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.